Je vais maintenant appeler à la tribune les représentants de la Société hydroélectrique du Midi, la CHEM, membre du groupe GDF Suez, ainsi que M. Terrier de la Compagnie nationale du Rhône, qui fait également partie du groupe GDF Suez. On va passer à un cas pratique sur effectivement là un membre labellisé depuis quelques mois, depuis 3 mois. Et puis avant ça, M. Terrier de la Compagnie nationale du Rhône a une annonce à vous faire. Et moi, je voulais avant tout remercier vraiment GDF Suez et en particulier Serge qui a vraiment œuvré très fort depuis plusieurs mois pour nous aider à organiser cette convention, à nous permettre d'avoir cette magnifique salle aujourd'hui, d'avoir tout le personnel à disposition, des intervenants de qualité, la logistique, etc. Jusque hier, dans la nuit, on était encore en train de préparer un certain nombre de choses. Donc je vous demande de les applaudir et je leur laisse la parole. Bien, mais bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous et je souhaiterais commencer en tant que collaborateur représentant de GDF Suez par vous souhaiter la bienvenue, excusez le président Gérard Mestralet qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, et pour vous dire à quel point c'est un plaisir d'accueillir la convention Lucie, auquel je participe maintenant depuis plus de 2 ans, au sein des locaux de GDF Suez. Alors GDF Suez, c'est un groupe multinational avec une palette de métiers et de services. On a l'habitude de dire des services essentiels à la vie, l'eau, les services à l'environnement, l'énergie, avec une forte histoire dans les services publics et les services aux collectivités, une forte implication dans dans l'ensemble des domaines RSE de par ses métiers, notamment en matière de diversité. L'école de la seconde chance en est un bel exemple. Également FACE, la Fondation Agir contre l'exclusion, auquel nous participons activement. C'est donc au nom de ce groupe que je vous souhaite la bienvenue et que je vais vous faire une présentation que nous avons cadrée avec Bruno autour de la performance économique de la RSE. Et oui, c'est conciliable. Alors quelques mots sur la chaîne pour que vous puissiez nous situer au niveau de nos activités. Donc la chaîne est une filiale de GDF Suez active dans la production hydroélectrique. Nous constituons avec nos collègues de la CNR le pôle de production hydraulique France de GDF Suez. Nous sommes le premier hydroélectricien du Grand Sud-Ouest, alors certes très loin derrière le premier, mais néanmoins un hydroélectricien de référence. Notre production annuelle se situe à hauteur de 1840 GWh, ce qui correspond à la consommation d'une ville comme Toulouse, dans son agglomération. Nous gérons 56 usines, 12 grands barrages répartis sur toute la chaîne des Pyrénées, le Lot et le Massif central. Et nous produisons de l'énergie, une énergie propre, puisque l'hydroélectricité, on a tendance à l'oublier, est une énergie renouvelable et est même la première énergie renouvelable au niveau mondial. Donc nous sommes une PME qui regroupe aujourd'hui 320 collaborateurs. Nous avons donc une activité, d'une part de production d'énergie renouvelable, je vous l'ai dit, l'hydroélectricité constitue 90% de l'énergie renouvelable mondiale. C'est une énergie renouvelable non subsidiée, rentable, à l'heure actuelle c'est la seule. Nous avons un savoir-faire important et historique, et il est bon de rappeler ces éléments-là dans les débats actuels, notamment sur la transition énergétique, parce que quand on parle d'énergie renouvelable, l'hydroélectricité est bien souvent oubliée. Nous sommes intégrés, notre activité est fortement intégrée à ces territoires. Nous exerçons notre activité hydroélectrique dans des vallées, parfois assez reculées, difficiles d'accès, et dans lesquelles notre activité demeure la seule activité industrielle présente. Ce qui signifie maintien de l'emploi et maintien des services aux collectivités. Nous avons une forte prise avec l'environnement, puisque dans les zones où nous exerçons, notamment sur les Pyrénées, nous sommes en lien avec le Parc national des Pyrénées, des zones Natura 2000 ou des zones de biosphère sensibles. Donc, pour nous, la labellisation Lucie, c'était une évidence. C'était une évidence parce que quand nous regardons, et quand j'ai regardé personnellement un peu ce que faisaient les gens en matière de RSE, en matière de développement durable, que ce soit dans mon activité ou d'autres,
je me suis dit que c'était un peu court d'être uniquement dans l'autopromotion, parce que quand on fait de l'autopromotion, on va vite vers l'autosatisfaction. Et donc il m'a paru nécessaire de nous faire auditer, de nous confronter avec des professionnels pour nous aider, d'une part à nous pencher sur nos pratiques, à les évaluer, et avoir à dégager avec ces professionnels, donc avec Lucie et les cabinets Afnor et Vigio, des plans d'action pour pouvoir nous améliorer encore sur nos pratiques et développer des pratiques ou des actions dans les domaines qui n'étaient insuffisamment couverts. Donc pour nous une évidence, et je vais essayer de vous faire participer aux premiers résultats, en lien bien sûr avec la performance économique. Et donc même si nous n'avons qu'aujourd'hui 5 mois de recul, puisque nous sommes labellisés depuis le mois de septembre. Donc au travers des exemples que nous avons réalisés au sein de l'HM, j'espère que je vous convaincrai que ces deux notions, performance économique et RSE, ne sont pas incompatibles. Je crois qu'Alan en parlera encore largement tout à l'heure, et qu'il ne peut y avoir de toute façon de développement durable sans performance économique, puisque pour être durable, il faut également qu'il soit rentable à long terme. Un premier élément, notre activité en matière de production hydroélectrique est soumise à un contexte concurrentiel, avec le renouvellement de nos concessions hydroélectriques, donc de notre titre de concession. Un constat de départ, 100% de nos concurrents ont au moins une certification environnementale, nous également, c'est donc peu différenciant, c'est simplement un lieu une obligation non différenciante. Par contre, aucun de nos concurrents n'a de labellisation en matière sociale ou sociétale. C'est pourquoi nous avons envisagé l'approche RSE complète au niveau, et que nous avons opté pour le label Lucie, de manière, comme je vous l'ai dit, à nous confronter et à confronter nos pratiques. En action concrète, nous sommes la première entreprise du secteur de l'énergie à être labellisée Lucie. Et j'espère que ceci contribuera, et j'en suis sûr, à la réussite de nos projets de renouvellement. C'est un objectif majeur pour nous, puisque plus de 80% de nos installations sont remises en concurrence, et il y va du maintien de l'emploi de mes 320 collaborateurs. Pour vous donner une idée en matière de chiffres, le chiffre d'affaires au niveau du parc hydroélectrique français, qui représente 25 000 MW, à peu près 20% vont être remis en concurrence, ou devraient l'être en fonction des décisions gouvernementales, dans un horizon de 5 ans, ce qui représente un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de plus d'1 milliard d'euros. Ça vous donne une idée de l'ampleur de l'enjeu. Et parmi les critères de sélection des futurs candidats, il y a bien entendu l'aspect économique, l'aspect énergétique, mais également l'aspect social et environnemental, qui est absolument consubstantiel avec l'activité hydroélectrique. L'hydroélectricité, comme je vous l'ai dit, c'est un ancrage fort et historique dans les vallées, c'est une activité non délocalisable, c'est une activité qui est en prise directe avec son territoire. Un deuxième exemple que nous avons développé et que nous avons valorisé au cours de la démarche de labellisation, c'est un constat sur nos métiers. Nous avons des métiers avec un large savoir-faire, mais peu d'écoles qui forment les jeunes directement à ces métiers-là. Une durée de vie de l'outil de plusieurs dizaines d'années. Une constante évolution, notamment sur les périphériques électriques, et un constat que nous avons fait d'un départ fort. On vit un peu l'inverse du baby boom, le papy boom actuellement, et donc une pyramide des âges avec pas mal de départ de sachants de nos équipes de contremaîtres, de cadres ou d'agents d'exécution qui ont tout le savoir-faire des métiers. Et donc il faut pouvoir les remplacer au mieux pour pouvoir maintenir le savoir-faire technique. C'est pourquoi nous avons développé, et en lien avec les politiques de GDF Suez, un recours fort à l'alternance, ainsi qu'au contrat de professionnalisation et à l'accueil de stagiaires, ce qui nous permet de disposer d'un vivier de personnel déjà formé, sensibilisé à nos métiers, et donc cet accueil de jeunes nous permet également de les sensibiliser à nos métiers et de les accueillir, on l'espère pour certains d'entre eux, le plus rapidement possible. En 2012, nous avons accueilli 20 alternances qui représentent 5 à 6% de notre effectif.
Et en matière de résultats, on l'oublie souvent, mais quand je vois la difficulté que nous avons à recruter dans certaines vallées, le fait d'avoir un vivier au travers de ces formations en alternance nous permet de réduire fortement les délais, donc ce que j'ai qualifié ici pour être opérationnel, donc entre le moment où on décide de recruter, où on publie un poste, où on procède aux différents entretiens, où on recrute et puis où on forme en interne, puisque notre activité est une activité fortement réglementée, donc avec des habilitations en matière électrique, mécanique ou autre. Et donc le délai pour être opérationnel, on peut le diviser par 2 et par 3 si on a déjà des jeunes qui sont sensibilisés à nos métiers, formés et qui connaissent l'entreprise. Ce qui représente une économie substantielle de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un recrutement. Deuxième résultat concret. Ensuite, en matière de développement de notre activité, on ne développera plus, il faut que notre activité s'adapte aux nouveaux enjeux et on ne développera plus des ouvrages hydrauliques comme on a pu le construire dans l'après-guerre, où l'important était de reconstruire l'activité française. Donc il faut que notre métier se réinvente. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous essayons de faire au travers de développement de nouveaux ouvrages, et notamment celui de la pierre Saint-Martin dans le Pays Basque, où nous avons développé un projet, alors certes beaucoup plus modique, 4 MW par rapport aux gros ouvrages que nous pouvons avoir, mais qui a été co-construit avec la collectivité, avec l'ensemble des maires. Nous avons remarqué, donc le projet consistait à aller capter une rivière souterraine qui se perdait dans le massif de la pierre Saint-Martin. Il fallait donc qu'on réalise une prise d'eau, ce qui est dans nos métiers communs, sauf qu'à 70 mètres sous terre, on n'était pas dans notre environnement habituel. Donc on a collaboré d'une part avec les élus, la collectivité, qui se sont groupés sous forme d'un CIVU, et ensuite avec la communauté Spéléo qui, elle, souhaitait développer un projet touristique pour promouvoir son activité. On a pu ainsi développer un projet hydroélectrique, énergétique, qui fait sens, avec une certaine rentabilité, un chiffre d'affaires de 750 000 € par an, ainsi avec un co-développement d'une activité touristique qui aujourd'hui accueille plus de 10 000 visiteurs par an, dans un gouffre qui est le 6e gouffre mondial et qui a la taille de 6 fois Notre-Dame de Paris à 70 mètres sous terre. Je vous le recommande, il est visitable à l'été, c'est très agréable et très impressionnant, et qui fait un chiffre d'affaires de plus de 150 000 € par an et qui a permis la création de 4 emplois dans le domaine touristique. Une autre réalisation en matière de déplacement, alors là, je vais dire, en termes d'entreprise, on n'est pas, je veux dire, comme beaucoup de mes collègues dans d'autres entreprises, on est confronté à cette problématique des déplacements, des pertes de temps et des inconvénients liés au déplacement domicile de travail ou des déplacements sur les sites. C'est encore plus vrai chez nous à la chaîne, puisque nos activités, nos sites sont répartis sur un territoire qui est grand comme un quart du territoire français. Donc, ce qu'on a décidé de faire, avec des coûts assez importants, puisque les frais de déplacement représentent chez nous, tout compris, plus d'1,5 million d'euros. C'est également le premier risque d'accident que nous avons. Donc, en matière pour s'attaquer à ce problème, nous avons décidé déjà de réaliser une enquête de mobilité et de mettre en place des plateformes de covoiturage à l'interne comme à l'externe pour les déplacements domicile de travail, en nous groupant avec d'autres entreprises du secteur d'activité où nous situons, donc en banlieue de Toulouse, afin d'encourager ces déplacements et ce mode doux de déplacement. Ça nous permettra d'une part de réduire le volume de déplacement, le volume de CO2 émis, mais également de faire des économies substantielles sur nos frais de déplacement. 10%, ça représente déjà 150 000 €, c'est énorme. Enfin, un dernier exemple, en matière d'achat, et là nous sommes au début, nous avons essayé de repenser notre politique achat entre achat métier, achat transverse, et d'introduire des critères de RSE au sein de notre politique d'achat. Nous avons aujourd'hui une base fournisseur de 4000 fournisseurs, dont à peu près 1000 à 1500 actifs, donc, auxquels nous faisons appel régulièrement. Nous avons vu que, hormis certains grands fournisseurs, nous faisons appel essentiellement des PME, PMI situés dans les vallées. La démarche RSE est peu ou mal connue. Et donc, avant de commencer à introduire ces critères de RSE dans nos appels d'offres, en tout cas dans les petits, dans nos critères de sélection, c'est déjà de
les sensibiliser à ce domaine-là, et ensuite de pouvoir intégrer ces critères et de faire que ce soit différenciant. On a, donc ça c'est pour les achats métiers, pour les achats transverses, où là les entreprises sont plus sensibilisées, nous avons déjà eu quelques réussites en matière de facility management, à la fois tout ce qui est déchets, tri des déchets, nettoyage de vêtements de travail ou autres, et on vient de renouveler notre contrat de facility management en poussant ces critères de RSE dans les domaines où c'était possible, et on a trouvé des fournisseurs au pire au même prix, au mieux moins cher. Donc voici le témoignage que je voulais vous donner. Bruno, je crois que j'ai respecté plus ou moins l'horaire. C'est formidable, Serge. J'espère vous avoir convaincu en tout cas que performance économique et RSE ne sont pas incompatibles. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques... Vous voulez intervenir maintenant, monsieur? Mais c'était pour pas couper en fait le fil. On va prendre quelques questions de la salle, effectivement, sur ces chiffres concrets qui vous ont été donnés sur effectivement voilà, des démarches de RSE prises dans le cadre de la labellisation Lucie qui rapporte. Et donc je vais passer le micro à Serge. Donc mes collègues Chiara et Serge sont là pour vous passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Votre démarche, je la salue et je trouve que c'est très bien. Avec cette question, est-ce que vous pouvez porter la parole au sein du groupe et de quelle manière êtes-vous entendu pour dupliquer ce que vous avez réussi et qui semble être, après combien 5 mois donc de mise en place, une satisfaction pour vous, pour l'ensemble personnel? Est-ce que vous avez eu, je dirais, l'ouverture qui vous a été donnée pour présenter ça à vos collègues dans les autres structures du groupe, pour faire les petits et que ça vienne l'ensemble du groupe qui soit aussi satisfait que vous l'êtes ce matin? Alors je pense qu'on a là une superbe transition, Serge, que je te laisse faire avec monsieur Terrier. Voilà, merci Jean-Marc. Mais disons que la première illustration, c'est monsieur Terrier de la CNR, qui est l'autre, qui est quand même une entreprise nationale, puisque 50,1% est public, il fait partie du groupe. C'est une entreprise de 1400 personnes, et donc qui se lance, je vais le laisser annoncer le scoop. Mais par ailleurs, lors des universités d'été de la branche Énergie France du groupe, il y a eu un groupe de réflexion autour de la RSE auquel j'ai participé et auquel j'ai donné mon témoignage et j'ai apporté ma contribution. Alors, de toute façon, cette démarche ici au niveau de la chaîne qui est assez aboutie repose aussi sur toute une série de démarches qui sont faites au niveau du groupe et qui nous ont permis aussi de satisfaire à l'ensemble du champ, puisque en matière d'éthique, en matière de cadrage, de recrutement, en matière de lutte contre la discrimination, il y a déjà de nombreuses initiatives, de nombreuses choses au niveau du groupe. Il y a des choses qu'une PME a plus de mal à mettre en place. Donc là, on a bénéficié à la fois de notre caractéristique de PME, de notre réactivité, mais également de toute la structure du groupe GDF-Suez derrière. Donc ça se fait en parfait accord et en parfaite symbiose. Et j'espère bien de pouvoir évangéliser un peu les troupes à l'interne. Ça semble être le cas. Voilà, donc la parole est effectivement un premier exemple de contamination interne de Lucie. Je laisse la parole à monsieur Terrier pour nous annoncer donc ce mystérieux scoop sur la Compagnie nationale du Rhône. Oui, je ne sais pas si effectivement c'est un scoop. Non. On a décidé la semaine dernière de s'engager dans le processus de labellisation Lucie. Quand je dis on, donc il s'agit de la Compagnie nationale du Rhône. En quelques mots, je vais vous la présenter. Donc c'est une entreprise de 450 salariés qui est créée depuis 1934, qui a la triple mission d'aménager le Rhône sur l'aspect de l'hydroélectricité, la navigation et l'irrigation, et qui aujourd'hui sort un petit peu de sa concession d'origine historique pour aussi créer du photovoltaïque et créer de l'éolien un petit peu de partout en France. Donc on produit de l'électricité exclusivement verte. On m'a demandé d'intervenir pour à la fois effectivement dire que nous adhérions à ce processus, mais également quelles étaient les raisons de cette adhésion.
Je dirais que la première, il y a des raisons directes et il y a des raisons indirectes. La première des raisons, elle vient d'être évoquée. On ne connaissait pas, je le dis tranquillement, le label Lucie. C'est effectivement la labellisation engagée par nos collègues de la chaîne qui nous a interrogés. Donc, premier élément, la question de l'exemple. Donc c'est quelque chose qui effectivement a été le déclencheur. Deuxième élément, le fait que Lucie soit, entre guillemets, adossée à une norme qui est une norme internationale. Depuis très longtemps, depuis un certain nombre d'années, on parle de la RSE, chacun y donnait plus ou moins sa définition. S'agit-il de la première définition donnée au niveau européen, de la deuxième, chaque entreprise quelquefois donnait sa propre définition de la RSE, etc. Il n'y aurait pas eu cette norme, je ne pense pas qu'on se serait engagé effectivement dans un label, je ne sais même pas si d'ailleurs il y aurait eu un label. Le fait qu'existe cette norme internationale est pour nous un élément important au sens où on donne à la fois un processus, une démarche, une définition de la RSE et on adosse ce label à cela. Donc une référence qui nous intéresse. Deuxième élément, le fait d'être regardé par l'externe. Et non pas par l'externe en termes de parties prenantes, parce qu'on a des processus de dialogue avec nos parties prenantes externes. Par exemple, chaque année, dans les 4 directions régionales de notre entreprise, le long de la vallée du Rhône, nous réunissons les collectivités, nos fournisseurs, les sous-traitants, les gens qui... les associations présentes, chasse, pêche, etc., faune, flore, on réunit ces parties prenantes et on essaie d'avoir un dialogue avec elles, dans lequel on présente les réalisations de l'année passée et on établit un dialogue sur ce que l'on projette sur l'année future. Donc on a une certaine forme de dialogue. Il ne s'agissait pas d'avoir finalement ce regard-là que l'on a, mais d'avoir un regard d'expert. Donc on pense qu'effectivement, on aura ce regard d'expert qui nous aidera à progresser. L'autre élément, oui, c'est l'aspect aussi de la valorisation. Nos actions, elles sont sur la vallée du Rhône. Comme je le disais tout à l'heure, on commence à s'implanter hors de cette concession historique. Et on pense que le label est un élément de valorisation de nos actions. Donc on fait effectivement ce pari-là, même si aujourd'hui le label Lucie, me semble-t-il, est encore en partie confidentiel. Donc on est un élément qui participe également à une plus grande connaissance de ce label, sans doute aussi à l'intérieur du groupe, en espérant qu'effectivement demain le label ne soit pas simplement au niveau des PME et des petites entreprises, mais pourquoi pas gagne en audience vers des entreprises plus importantes. Voilà, donc et je conclurai sur finalement l'ouverture de cette convention quand on disait, quand était indiqué l'aspect des engagements réels et sérieux. On pense qu'on a des engagements réels et sérieux. On consacre sur un budget de 600 millions d'euros, 25 millions d'euros annuellement à des actions d'intérêt général, mission d'intérêt général, alors que le cahier des charges ne nous oblige pas à ce type de choses. On nous oblige simplement à avoir une réserve de 20 millions d'euros. On consacre 25 millions d'euros à ces missions d'intérêt général dans le cadre de ce qu'on appelle le plan Rhône, qui a été signé avec les préfectures et les différentes parties prenantes. Donc on fait effectivement ce pari-là d'un label qui reflète des engagements réels et sérieux. Merci beaucoup, Monsieur Terrier. Merci de votre confiance et de nous aider à sortir de l'ombre. Alors, on va passer dans quelques instants justement à la présentation du bilan 2012 et des projets 2013 de Lucie. Vous allez voir qu'on est de moins en moins dans l'ombre et on ne peut que s'en réjouir. Donc, je vais inviter mes collègues à me rejoindre. Donc, si vous pouvez passer les micros à Marion et Céline. Et je demande donc à Serge, Chiara et Émilie de me rejoindre pendant qu'on va projeter un troisième film de labellisé, la société excusez-moi,
excusez-moi, c'est Inopsis, voilà. Le suivant, excusez-moi, j'ai perdu, donc en régie, le suivant s'il vous plaît, voilà.